Bonjour et bienvenue dans La séance est ouverte. Mardi 7 juillet dernier, les députés ont auditionné Gilles Berset, le président du Conseil d'orientation des retraites. Une audition qui s'inscrit dans un contexte car le mois dernier, le corps a publié son rapport annuel de projection qui propose de repousser l'âge légal de départ à la retraite à 67,6 ans en 2070. On écoute l'audition de Gilles Berset. Je vais vous faire une présentation ramassée du rapport récent du corps qui a été adopté le 11 juin dernier et déjà présenté à la presse le même jour. Il est bien sûr sur le site du corps ainsi que les slides qui seront la base de cette présentation. Donc je vais assez rapidement, parce qu'une vingtaine de minutes pour une cinquantaine de slides, c'est évidemment peu, mais on va essayer d'aller à l'essentiel. Alors les changements, les gros changements dans ce rapport, par rapport comparé au rapport de 2025, sont ici présentés. Il y a d'une part un changement des hypothèses démographiques. Hypothèse démographique, c'est taux de fécondité, espérance de vie et hypothèse d'immigration. Il n'y a pas de changement, il y a un changement sur le RAA, rapport d'avancement annuel, de cette année par rapport à celui de l'année dernière, évidemment plus dégradé, hélas. Il y a la décision de suspendre la réforme de 2023 que vous avez prise, que le Parlement a prise, et donc bien sûr qu'il y a un coût. Et puis, il y a des nouvelles hypothèses à partir de 2038 concernant l'indexation des retraites complémentaires. Cette indexation est un peu plus forte ou la désindexation est un peu plus faible dans le champ des retraites complémentaires, ce qui joue évidemment sur les dépenses. Alors, rapidement, sur les hypothèses démographiques, vous voyez ici la comparaison des hypothèses démographiques de notre scénario central entre le rapport 2025 et le rapport 2026. Un énorme choc sur le taux de fécondité. On passe de 1,8 enfants par femme à 1,45 enfants par femme. C'est quelque chose de considérable. Alors pourquoi cette évolution considérable ? Bien, parce qu'il y a eu un effondrement en France, comme dans beaucoup de pays, du taux de fécondité. Je rappelle qu'on était à 2 en 2010 et à 1,55 l'an dernier. Un peu moins d'allongement de l'espérance de vie que ce que nous avions dans le rapport l'an dernier. Et par contre, une hypothèse de solde migratoire net, annuel, beaucoup plus allante. Au lieu de 70 000 personnes par an, nous avons plus 150 000 personnes par an. Et bien sûr, ces changements sont basés sur l'observation des 10 dernières années. Alors vous voyez sur la dernière colonne, sur les deux dernières colonnes de ce slide, du tableau de ce slide, les effets que ça peut avoir, qui sont très logiques, je n'ai pas besoin de les détailler, sur le solde du financement des retraites. Et puis autour de cette hypothèse centrale, nous faisons, comme dans les rapports précédents, une analyse de sensibilité avec, pour chacune de ces trois variables, une hypothèse plus haute, une hypothèse plus basse. Donc voilà, si on met en perspective en regardant dans le rétroviseur les hypothèses qui sont retenues avec ce qu'on observe sur les 30 dernières années, vous voyez dans le graphique de gauche ici l'effondrement du taux de fécondité. Vous voyez dans le graphique du milieu le fait que l'hypothèse était peut-être un peu allante et que l'an dernier, et que là on prolonge une évolution un peu plus ralentie de l'espérance de vie. Et puis du côté du solde migratoire, le graphique de droite, vous voyez que l'hypothèse qui est retenue est en dessous de ce qu'on observe sur les 10 dernières années, mais très largement au-dessus de ce qu'on observe sur la période précédente. Ça aboutit, ces hypothèses démographiques, à cette évolution du rapport démographique de la population en âge de travailler, ici de 20 à 64 ans, rapporté à la population de 65 ans et plus. Alors, on compare sur ce graphique ce qu'on avait l'an dernier dans le rapport 2025 et ce que nous avons cette année dans le rapport 2026. Et ce que vous voyez, c'est qu'on a des chiffres un petit peu plus élevés pendant quelques décennies, liés à une espérance de vie
qui se prolonge un peu moins rapidement et à une hypothèse migratoire plus allante. Et par contre, au bout d'un certain nombre de décennies, l'effet du taux de fécondité l'emporte sur ces deux facteurs favorables et on observe que ce ratio se dégrade par rapport à l'an dernier. Donc baisse très très marquée de ce ratio ici sur la période d'observation et dégradation à partir des années 2040 par rapport au rapport de l'an dernier. Du côté du RAA, vous voyez que les hypothèses sont beaucoup moins allantes, beaucoup moins favorables pour la croissance prévue en 2026, en 2027 et en 2028. Et je rappelle que je souligne que ces 0,9% de croissance pour l'année 2026 qui sont dans le RAA publié au mois d'avril dernier sont élevés, bien sûr, par rapport à la prévision qui a été publiée récemment par l'INSEE de 0,7%, ce qui a été publié aussi par le gouvernement aujourd'hui, qui est également de 0,7%, et ce qui est publié par la Banque de France comme prévision, qui est même à 0,5%. Et puis, du côté des hypothèses économiques, productivité et taux de chômage, pas de changement par rapport à ce qu'on avait retenu l'an dernier. Dans notre scénario central, on retient pour la productivité une croissance de 0,7% par an, avec, pour notre analyse de sensibilité, 0,4 et 1%, ce qui était le cas dans le rapport de l'an dernier. Et pour le taux de chômage, une hypothèse pour notre scénario central de 7% à long terme. On n'est jamais passé en dessous sur les 50 dernières années, des 7%. Et puis, une hypothèse plus favorable et une hypothèse moins favorable pour notre analyse de sensibilité. Je rappelle que les hypothèses démographiques et les hypothèses économiques qui sont retenues ici dans le rapport du corps sont celles qui nous ont été suggérées par le chef de la statistique française, c'est-à-dire le directeur général de l'INSEE. Il y a eu des discussions, bien sûr, mais c'est celles qui nous ont été suggérées par le directeur général de l'INSEE. Alors, compte tenu du fait que les hypothèses de productivité suscitent toujours beaucoup de discussions, beaucoup de débats, il y a autant de spécialistes de la productivité que de Français dans notre pays, j'ai voulu rajouter à ce PowerPoint un slide qui montre, qui donne une petite synthèse des évaluations qui sont faites par des économistes sur les effets annuels à attendre de la diffusion de l'intelligence artificielle sur le rythme de croissance de la productivité, et ceci aux États-Unis, c'est-à-dire le pays dans lequel la diffusion est la plus forte. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a un très fort contraste entre ces différentes évaluations, et que certaines des évaluations, je pense à celle qui est à droite sur ce graphique, Acemoglu est même à 0,05 points de pourcentage par an. Et je rappelle qu'Acemoglu est le prix Nobel d'économie 2024. Donc c'est pas une évaluation à prendre à la légère. Donc il faut rester très très prudent quand on attend aujourd'hui de l'intelligence artificielle des effets très forts sur la productivité. Je rappelle aussi qu'au début de ce siècle, au début des années 2000, beaucoup d'économistes, dont je faisais partie, nous disaient « Vous allez voir avec l'éthique, on va avoir un renouveau de la productivité comme durant le XXe siècle ». Et des économistes très connus, comme Dale Jorgensen, nous disaient ça. Et ce n'est pas ce qu'on a observé. Donc il faut rester très prudent. Les transformations technologiques prennent parfois très longtemps avant de se concrétiser dans des gains de productivité tangibles au niveau national. Un petit mot sur les taux d'emploi. Ici, ce qui est représenté, c'est le taux d'emploi des 15 à 64 ans comparé aux autres pays de notre panel de pays retenus comme référence. Et vous voyez que la France est bas, avec un taux de 69% pour cette population, alors qu'un pays comme l'Allemagne est à 77%, un pays comme les Pays-Bas est à 82%, et les pays nordiques et scandinaves sont au-dessus de nous. Les pays qui sont en dessous de nous sont l'Espagne, la Belgique et l'Italie. Ça ne vous étonnerait pas de constater ça, sachant que ces trois pays sont des pays qui connaissent, comme nous, de graves difficultés de finances publiques, contrairement aux pays qui connaissent plutôt des taux d'emploi plus élevés. Or, dans les hypothèses
que nous retenons pour notre compte de référence, vous voyez, le taux d'emploi augmente pour les 15 à 64 ans. Il augmente suite à la reprise de la loi Borne, bien évidemment, puisque nous actons de la suspension pour 1 an de la loi Borne et du redémarrage de la loi Borne. Les évaluations que nous faisons encore sont à législation observée au moment où nous faisons le rapport. Cela va de soi. Ce taux d'emploi augmente, il touche les 72%, ce qui, bien sûr, pour notre pays est élevé, mais reste très largement inférieur à ce qu'on observe dans les pays nordiques scandinaves, à ce qu'on observe en Allemagne, 77%, à ce qu'on observe aux Pays-Bas, 82%. Donc vous voyez que ce n'est pas une hypothèse très forte sur ce point-là. Où notre taux d'emploi est-il faible ? Ici, vous avez ce taux d'emploi maintenant pour des classes d'âge 50 à 59 ans, 60 à 64 ans, graphique du milieu, et 65 ans à 69 ans pour le graphique de droite. Vous voyez que maintenant, pour les 55-59 ans, on est dans le peloton, complètement dans le peloton, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Et on voit là, bien sûr, l'effet des réformes des retraites qui ont été engagées sur les 10-15 dernières années. On est comparable aux autres pays. Par contre, on est très bas pour le taux d'emploi des 60-64 ans, la cible des réformes Woerth et de la réforme Borne, et puis très bas aussi pour la tranche d'âge 65 à 69 ans. Pour les traitements dans la fonction publique, nous reprenons c'est à la recommandation, à la suggestion de la direction du budget, les hypothèses que nous avions prises l'an dernier d'une modération des rémunérations dans la fonction publique, mais cette année, nous avons ajouté une variante de rémunération plus allante dans la fonction publique. Quand je dis plus allante, c'est équivalent à ce qu'on observe dans l'ensemble de l'économie, simplement. Ça nous amène à... d'abord, un petit mot sur les dépenses de retraite avant de voir leur évolution sur toute l'horizon de nos projections. Dépenses de retraite, on va commencer par commenter le graphique de droite. Si on regarde les dépenses de retraite par habitant, en euros par habitant, vous voyez que la France est comparable aux autres pays de notre panel de pays. Comparable à l'Allemagne, comparable aux Pays-Bas, comparable aux pays nordiques et scandinaves, etc. Donc par habitant, on n'a pas un modèle social concernant les retraites plus cher. On aurait la même chose pour l'ensemble des dépenses sociales. Mais par contre, si vous regardez le graphique de gauche, vous voyez qu'en pourcentage du PIB, les dépenses de retraite sont beaucoup plus élevées en France que dans d'autres pays. Il n'y a que l'Italie qui fasse plus dans notre panel de pays. Encore une fois, l'Italie est un pays qui connaît, comme la France, de grandes difficultés de finances publiques. Donc comment on peut réconcilier ces dépenses par habitant tout à fait comparables à ce qu'on observe dans d'autres pays, ces dépenses, par contre, exprimées en pourcentage du PIB, très fortes comparées à d'autres pays. Encore une fois, ça serait le cas pour les dépenses, l'ensemble des dépenses sociales. On est le plus élevé pour l'ensemble des dépenses sociales quand on les exprime en pourcentage du PIB à 32,5% du PIB. Donc comment on peut expliquer ce contraste ? Eh bien tout simplement par le fait que la France est un pays qui a un petit produit intérieur brut par habitant. Petit produit intérieur brut par habitant. Vous le voyez sur ce graphique-là, le losange noir vous indique la distance entre le produit intérieur brut de chacun des pays, et puis les États-Unis, c'est la ligne horizontale, et vous voyez que la France est à moins 25, quand l'Allemagne est à environ moins 15, et les Pays-Bas simplement à moins 5. Et puis les pays nordiques et scandinaves entre l'Allemagne et les Pays-Bas. Et les zones de couleur vous donnent la décomposition comptable. Et quand on se compare aux Pays-Bas, comment se fait-il que les Pays-Bas ont un PIB par habitant simplement 5 points inférieur à celui des États-Unis, et nous 25 points? Eh bien, c'est les zones bleues qui expliquent ça. Et les zones bleues, c'est le taux d'emploi. C'est comptablement un taux d'emploi plus faible qui explique un produit intérieur brut par habitant plus faible aussi que ces pays-là. Donc pour résumer la chose par une formule, la France a un modèle social de pays riches, mais dans le club des pays riches,
la France est un pays pauvre. La France est un pays pauvre. Le PIB par habitant d'un pays comme les Pays-Bas est de 25% supérieur au nôtre. C'est pas rien, 25%, évidemment. C'est pas rien. Alors, maintenant, jetons un petit coup d'œil sur l'évolution à l'horizon de nos prévisions des dépenses de retraite exprimées en pourcentage du PIB. Vous voyez que ces dépenses de retraite restent à peu près stabilisées à un peu plus de 14% du PIB jusqu'au milieu des années 40. Et puis, à partir du milieu des années 40, on observe une augmentation. Une augmentation d'à peu près 1 point. Qu'est-ce qui explique cette augmentation ? Eh bien, ce qui explique cette augmentation, c'est un effet dénominateur et un effet numérateur. L'effet dénominateur, c'est un produit intérieur brut moins dynamique. Pourquoi ? Du fait de notre nouvelle hypothèse de fécondité, évidemment, qui plombe la croissance du produit intérieur brut. Bien que partiellement compensé par l'hypothèse d'immigration. Et cet effet l'emporte. Et puis, l'effet numérateur, c'est une désindexation des retraites complémentaires à Chirc-Carco plus faible que l'an dernier. Et tout ça vous explique que si on se compare, c'est la ligne en pointillé, si on se compare avec l'évolution des dépenses de retraite en pourcentage du PIB que nous avions publié dans le rapport de l'an dernier, eh bien, alors qu'elles étaient stables l'an dernier, maintenant elles sont tout à fait comparables jusqu'à l'horizon du milieu des années 40, et par contre, elles connaissent une évolution à la hausse par rapport à ce qu'on avait l'an dernier, à partir du milieu des années 40, pour les 2 raisons que je viens d'indiquer. Et avant le milieu des années 40, il y a des facteurs favorables aux dépenses, il y a des facteurs défavorables aux dépenses, les deux se compensant à peu près. Cette évolution des dépenses de retraite exprimées en pourcentage du PIB, donc stabilité jusqu'au milieu des années 40, augmentation ensuite, est observée dans nos projections, alors même que la pension relative aux rémunérations moyennes brutes diminue sur tout l'horizon de nos prévisions. Donc, bien évidemment, si la pension exprimée par rapport à la rémunération moyenne des actifs restait davantage stabilisée, eh bien, nous aurions une augmentation des dépenses de retraite exprimées en pourcentage du PIB encore plus orientée à la hausse, ça va de soi. Dans notre projection, l'âge de départ à la retraite augmente jusqu'à attention, c'est des générations qui sont sur c'est pas des années, qui sont sur l'axe horizontal. L'âge de départ à la retraite augmente avec les effets de la reprise de la loi Borne, augmente et se stabilise à peu près 64 ans et demi. Et ceci alors même que l'espérance de vie augmente continuellement. Ça aboutit, c'est le graphique de droite, à ce que le pourcentage de la vie qui est passée en moyenne à la retraite augmente continuellement à partir de cette génération 76. Donc on est dans cette situation compte tenu des hypothèses qui sont celles de notre projection. Quand on regarde l'âge effectif moyen de sortie du marché du travail en 2025, comparé aux autres pays de notre panel de pays, vous voyez sur le graphique de gauche que nous sommes très bas. Seule la Belgique pour les femmes est plus bas en 2025. Et encore une fois, la Belgique n'est pas un benchmark, comme vous le savez tous, concernant ses finances publiques. Tous les autres pays connaissent un âge effectif, c'est pas un âge légal. On voulait justement, comme les notions d'âge légal diffèrent selon les pays, on voulait être sur ce qui est observé, sur ce qui est effectif. L'âge effectif de départ à la retraite est plus élevé dans les autres pays, dans tous les autres pays, pour les hommes et pour les femmes. Et ça aboutit au graphique de droite, c'est que l'espérance de vie
passer à la retraite quand on sort du marché du travail, cette espérance de vie est plus élevée pour les femmes et pour les hommes que dans tous les pays de notre panel de pays. Donc ce sont des données de base qu'il est quand même bon d'avoir en tête. Alors maintenant, il est souvent dans la presse commenté le niveau de vie relatif des retraités, relatif à la moyenne de la population ou relatif à la moyenne des actifs. Il nous semblait important de revenir sur ce point-là parce que nous lisons, hélas, des choses erronées, et puis les chiffres ont été modifiés compte tenu des ajustements statistiques de l'INSEE, mais on lit des choses erronées. Quand vous exprimez les choses en termes de revenus disponibles, vous voyez que le revenu disponible des retraités est très nettement inférieur à celui de la moyenne de la population, la barre horizontale noire, est très nettement inférieur à celui moyen des actifs. C'est la barre jaune. Quand vous exprimez les choses maintenant en termes de niveau de vie, en prenant en compte le nombre d'unités de consommation dans chaque foyer, sachant que le nombre d'unités de consommation est plus bas pour les retraités en général, qui ont plus d'enfants à charge de façon fréquente que les actifs ou que la moyenne de la population, eh bien vous voyez que le niveau de vie moyen des retraités est maintenant équivalent à celui de la moyenne de la population et reste inférieur à celui des actifs. C'est les deux barres du milieu. Et maintenant, quand vous prenez en compte les loyers imputés, c'est-à-dire le fait que les propriétaires de leur logement se payent fictivement un loyer pour le logement qu'ils occupent, comme les retraités sont plus souvent propriétaires de leur logement que la moyenne des actifs et que la moyenne de la population, vous voyez que leur situation relative s'améliore encore. On est au-dessus, 6 points au-dessus de la moyenne de la population, mais on reste légèrement en dessous de la moyenne des actifs. Donc il est faux de dire, comme on le lit souvent, que le niveau de vie moyen des retraités, même en prenant en compte les loyers imputés, serait supérieur à celui des actifs. Hein, c'est faux, c'est pas ce que les chiffres de l'INSEE, en tout cas, nous disent. Le niveau de vie moyen des retraités baisserait, il faut le dire, sur tout l'horizon de notre prévision. Là, ici, il est exprimé par rapport à la moyenne de la population, mais précédemment, je l'avais commenté pour la moyenne des actifs. Donc, il baisse sur tout l'horizon de notre prévision. Maintenant, si on veut caractériser la situation des retraités en termes de pauvreté, là, ici, vous avez sur ce graphique, dans les 3 courbes du bas, le taux de pauvreté des retraités en total, le taux de pauvreté des retraités hommes, le taux de pauvreté des retraités femmes, et vous voyez qu'il est très nettement inférieur au taux de pauvreté de l'ensemble de la population, enfin moyen observé sur l'ensemble de la population, et puis au taux de pauvreté observé sur les jeunes, qui est particulièrement élevé. Alors attention, un taux de pauvreté, j'insiste là-dessus, c'est un taux d'inégalité de revenus. Si tout le monde gagnait pareil, le taux de pauvreté serait nul, tel qu'il est calculé ici, et quel que soit le niveau des revenus. Pour cette raison, nous avons ajouté cette année, pour bien caractériser la pauvreté, un taux de privation matérielle et sociale des retraités comparé à celui des actifs, de l'ensemble de la population aussi, et des chômeurs. Et ce taux de privation matérielle est calculé par l'INSEE sur la base d'une enquête spécifique. C'est une enquête déclarative auprès des personnes, et on leur demande, parmi 13 privations matérielles possibles, de nous signaler les privations auxquelles eux-mêmes sont soumis. Et s'ils en ont 5, ils sont considérés ici comme connaissant un taux de privation matérielle, qui est ici représenté. Et vous voyez que pour les retraités, ce taux de privation matérielle est de 8,5%, totalement comparable à celui des personnes en emploi. Totalement comparable à celui des personnes en emploi. Il est encore plus bas pour la population âgée de 75 ans et plus. Et il est sensiblement inférieur
à celui observé sur l'ensemble de la population, 13%, et très largement inférieur à celui observé sur les chômeurs. Donc ce taux de privation matérielle nous paraît caractériser plus exactement la notion de pauvreté qu'on peut avoir en tête que le taux de pauvreté habituellement utilisé. Le niveau de vie relatif des retraités, maintenant, en France, comparé à celui observé sur les pays de notre panel de pays, bien vous voyez qu'il est élevé. Il est élevé en France, ce niveau de vie relatif. Alors, ce n'est pas exactement des retraités, c'est de la population de plus de 65 ans ou de plus de 75 ans, ou de 66 à 75 ans. Et vous voyez qu'on est élevé comparé aux autres pays ici. Et si on compare maintenant le taux de pauvreté en France des plus de 65 ans avec celui observé dans les autres pays de notre panel de pays, eh bien, vous voyez qu'il y a deux pays qui font plus bas, les Pays-Bas et la Belgique, mais tous les autres pays connaissent des taux de pauvreté plus élevés pour la population âgée de 65 ans et plus. Les taux de remplacement, je ne vais pas insister là-dessus parce que c'était déjà le cas dans notre rapport sur les années antérieures. Le taux de remplacement du non-cadre du secteur privé, le taux de remplacement du cadre du secteur privé sont en baisse sur tout l'horizon de notre prévision. Et puis le taux de remplacement du fonctionnaire, compte tenu des modes de calcul de la pension des fonctionnaires, est par contre stabilisé à partir de la génération 76. J'ai parlé des dépenses, disons un petit mot des ressources. Alors je ne vais pas m'apesantir sur ce tableau, parce qu'on a le génie en France d'inventer une multitude de tuyauteries pour financer les retraites. Je dirais que le message fort, comme dans les rapports précédents, c'est que 2/3 des ressources pour le financement des retraites ont comme assiette la masse salariale et 1/3 ont d'autres canaux de financement, ici multiples. Un point sur lequel on voulait insister dans ce rapport, compte tenu du débat public, c'est bien sûr la question du choix comptable qui est retenu dans le rapport, de considérer, de prendre comme hypothèse l'existence d'une contribution d'équilibre qui équilibre donc les retraites dans la fonction des agents principalement de la fonction publique d'État. Nous rappelons que ce choix est celui qui nous est imposé par les textes. Voilà, les textes, c'est vous qui les faites. Et donc, on rappelle bien évidemment que si les textes changent et si vous décidez d'une autre façon de calculer, de présenter les soldes, nous nous ajusterons, le corps s'ajustera évidemment immédiatement. Nous venons maintenant à ce qui est quand même plus intéressant, l'explication économique d'un besoin d'une contribution d'équilibre pour la fonction publique d'État. Et ce besoin tient essentiellement, et nous avons mis sur le site du corps d'ailleurs une lettre pour bien le préciser davantage en détail, tient essentiellement à la modération salariale dans la fonction publique d'État. Cette modération salariale, à la fois sur le nombre de fonctionnaires et sur le point d'indice. Et cette modération salariale dans la fonction publique d'État a des conséquences heureuses pour l'ensemble de nos finances publiques. N'évoquons pas la question de la qualité de l'État, mais sur le strict plan financier, ça a des conséquences heureuses pour l'ensemble des finances publiques. Mais bien sûr, ça aboutit au besoin d'une contribution d'équilibre. Donc je dirais que c'est la vertu ici dont on a fait preuve en France, la vertu financière de modération de la masse salariale dans la fonction publique d'État qui entraîne ce besoin d'une contribution d'équilibre. C'est la principale cause. Il y a d'autres causes, on en évoque une ici sur ce slide, c'est les soultes au moment, par exemple, de la privatisation de ce qui était auparavant une partie ce que les plus jeunes d'entre nous connaissaient, les PTT, France Télécom. Bon, ces soultes, avec deux questions pendantes, le dimensionnement de ces soultes. Il y a eu des interrogations à l'époque pour savoir s'il y avait éventuellement un bon
ou un sous-dimensionnement de ces soultes, avec un avantage compétitif qui a été donné à ces entreprises. Et puis le traitement qui a été fait de ces soultes, leur versement dans le budget général. Et non pas leur provisionnement pour contribuer ensuite au financement des retraites des personnes, des anciens agents, par exemple des PTT, qui gardaient leur statut de fonctionnaire en étant transférés à France Télécom. Donc ces soultes n'ont pas été provisionnées et ont été versées dans le budget général de l'État. Il nous semble, et c'est là-dessus qu'on insiste beaucoup aussi dans notre rapport, que si on veut qualifier, si on veut appréhender l'importance de notre système de retraite dans notre économie, l'importance financière, j'entends, de notre système dans l'économie, il faut regarder le ratio dépenses de retraite sur PIB que j'ai présenté tout à l'heure. Ce ratio ne souffre pas de débat dans sa mesure, contrairement à la question des recettes, qui, elle, souffre des débats que je viens d'évoquer très très rapidement. Du côté des ressources du système de retraite, on observe une baisse continue sur notre période de projection. D'où vient cette baisse continue sur la période de projection? Eh bien, tout simplement d'un besoin de plus en plus réduit de la contribution d'équilibre. Alors, ça aboutit, en termes de solde, à une dégradation continue sur toute notre période de prévision, dégradation continue qui s'accélère un peu à partir du milieu des années 40, puisque avant le milieu des années 40, le solde se détériore simplement à cause des ressources, si j'ose dire, et à partir du milieu des années 40, il se détériore du fait d'une augmentation des dépenses, exprimées en points de PIB, et puis d'une diminution des ressources. Je ne reviens pas sur ces points-là qui ont été évoqués. Un petit détour sur les réserves du système de retraite. Il faut avoir en tête que si on additionne toutes les réserves, on est à 223 milliards à peu près. Ces 223 milliards s'expliquent pour plus de la moitié, 113-114 milliards, par les réserves Agirc-Arrco. Ce sont les réserves en 2025. Donc ça, c'est une approche en brut. Si on veut avoir une approche en net, maintenant, en prenant en compte les engagements, eh bien, on voit, et puis les actifs, bien sûr, du Fonds de réserve des retraites, etc., on voit que la situation patrimoniale est à peu près équivalente. On a plus de 223 milliards, on a 215 milliards. Sur ce slide sont comparés le solde évalué dans notre rapport 2025 et le solde évalué dans notre nouveau rapport 2026. En euros courants, c'est le petit tableau en haut à gauche. En euros 2025, c'est le petit tableau en haut à droite. Et ce que vous observez, c'est bien sûr une dégradation. Et le tableau du dessous explique l'écart entre le rapport, les écarts de solde entre le rapport 2026 et le rapport 2025. Donc il y a une dégradation, ici vous le voyez, d'environ 1 point de PIB. C'est la dernière ligne à l'horizon 2070, qui s'explique par une moindre fécondité, et ça dégrade le solde de 1,5 point de PIB. C'est en partie amoindri par un solde migratoire plus allant, c'est amoindri pour 1 point de PIB. C'est amoindri aussi pour une circonstance malheureuse, si j'ose dire, une espérance de vie qui augmente d'une façon moins dynamique. Et puis, c'est amoindri aussi par une hypothèse de moindre désindexation à partir de la fin des années 30 des retraites complémentaires Agirc-Arrco. Et ça joue pour 0,3 points de PIB à l'horizon 2070. Les ajustements nécessaires. Alors, ça, c'est une nouveauté de notre rapport 2026. Nous avons demandé à 3 équipes de modélisation, la Direction générale du Trésor, l'OFCE et le CEPRIMAP, d'évaluer les effets que pourrait avoir le maniement de 4 leviers pour contribuer au financement des retraites,
Premier levier, eh bien, une baisse des pensions. Deuxième levier, ou modération, enfin, par rapport à notre compte de référence, soit une modération. L'autre levier, c'est une augmentation des contributions salariées. Troisième levier, augmentation des contributions employeurs. Et puis, dernier levier, augmentation de l'âge. La morale de l'affaire, le principal message qu'on peut tirer de cet exercice est vraiment consensuel pour nos 3 équipes de modélisateurs, même si le chiffrage est différent. En tout cas, les enseignements sont les mêmes. Si on modère les pensions, si on augmente les contributions ménages ou si on augmente les contributions entreprises, c'est récessif. Étant récessif, certes, on améliore le financement des pensions, mais on détériore le solde public. Pourquoi ? Eh bien parce que ce caractère récessif, ça veut dire moins de PIB. Moins de PIB, ça veut dire moins de TVA, moins d'IR, moins d'IS. Et donc, ça veut dire qu'on détériore nos modes de financement de l'école, de la santé, de la défense, de la culture, de tout ce que vous voulez, en dehors du périmètre retraite. Et à l'opposé de ça, un allongement de l'âge, c'est le 4e levier qui apparaît en bas. Bien évidemment, c'est expansionniste, ça fait plus d'offres de travail, faisant plus d'offres de travail à terme, ça fait plus de PIB, et donc non seulement ça facilite le financement des retraites, mais en plus, faisant plus de PIB, ça facilite le financement de l'école, de la santé, de la défense, de la culture, de tout ce qui n'est pas dans le périmètre retraite. Donc c'est un point sur lequel nous insistons beaucoup dans notre rapport, pour vous aider dans les décisions que vous aurez à prendre à l'automne. Et enfin, nous faisons, comme tous les ans, comme tous nos précédents rapports, nous livrons un exercice qui est très mal compris et très mal interprété dans la presse. Nous faisons des simulations statiques des modifications de l'âge moyen de départ à la retraite, c'est le graphique de gauche, de la pension relative, c'est le graphique du milieu, du taux de prélèvement, c'est le graphique de droite. Bien, comment il faudrait modifier ces leviers en simulation statique, donc il n'y a pas de bouclage macroéconomique, pour équilibrer année après année les retraites. Évidemment, il faudrait allonger l'âge, évidemment, il faudrait modérer fortement les pensions, évidemment, il faudrait augmenter les taux de prélèvement. Néanmoins, ici, nous ne prenons pas en compte les effets que ces choix pourraient avoir sur les finances publiques en dehors du périmètre retraite. Et ces choix, vous l'avez vu précédemment, ça serait une amélioration des finances publiques en dehors des périmètres retraite pour l'allongement de l'âge et une détérioration pour la modération des pensions ou pour l'augmentation des taux de prélèvement. Et enfin, et je vous rassure, c'est mon dernier slide, nous regardons les écarts à la fois sur les dépenses, c'est le graphique de gauche, et sur le sol, c'est le graphique de droite. Eh bien, pour les hypothèses alternatives concernant le taux de fécondité, concernant l'espérance de vie, concernant le solde migratoire, concernant le taux de chômage et concernant la productivité. Bon, je ne vais pas les commenter plus avant, parce que c'est totalement intuitif et comparable à ce qu'on avait l'an dernier. Il y a simplement rajouté par rapport à ce qu'il y avait les années précédentes, la variante de rémunération dans la fonction publique qui serait plus allante. C'est le graphique de droite. Et vous voyez que si on a des rémunérations plus allentes dans la fonction publique, le solde, et entre autres celui de la CNRACL, les soldes sont favorables pour les retraites, puisque l'assiette sur lesquelles sont basés s'appliquent des taux de prélèvement, l'assiette est plus large. Donc voilà, c'est purement mécanique. Mais c'est bon à rappeler, compte tenu de la mauvaise qualité du débat public concernant le besoin d'une contribution d'équilibre sur la fonction publique d'État qui, ici, n'est pas percutée par cette hypothèse qu'on suppose qu'elle équilibre à chaque instant, enfin à chaque année, les retraites dans la fonction publique d'État. Voilà, je m'arrête là pour laisser le maximum de temps aux questions. Excusez-moi d'avoir été très ramassé. Je donne tout de suite la parole, comme je l'avais dit, au rapporteur général du budget de la sécurité sociale, Thibault Bazin.
Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Monsieur le Président du Conseil d'orientation des retraites, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui dans le cadre de cet exercice annuel de présentation du rapport relatif aux évolutions et perspectives des retraites en France. Comme toujours, vos scénarios de référence et les différentes hypothèses qui les sous-tendent constituent de réels outils à l'usage de la décision publique. Le temps qui m'est imparti est compté. Aussi, je concentrerai mon intervention sur 3 aspects saillants du rapport de 2026 qui nous alertent vraiment sur une aggravation des déficits de notre système de retraite pour les années à venir. Concernant les différents effets par levier d'une réforme des retraites, je suis étonné parce que vous n'évoquez pas parmi les leviers les effets d'une amélioration du taux d'emploi à âge légal et durée de cotisation inchangée. En revanche, vous indiquez que dans les modèles étudiés, une mesure d'augmentation du niveau de cotisation ou de diminution du montant des pensions ne permettent pas de garantir la soutenabilité du système de retraite. Dans ce cadre, vous soulignez notamment que l'augmentation d'une année de l'âge d'ouverture des droits permettrait la création de 210 000 à 240 000 emplois supplémentaires à long terme, et ce, malgré une hausse transitoire du chômage, je vous cite, à court terme. Ma première question sera donc la suivante. Quel est le montant du surcoût de court terme pour les dépenses d'assurance chômage que vous identifiez en lien avec cette hausse transitoire? Ma deuxième question est son corollaire. Vos scénarios intègrent-ils les différentes mesures mises en œuvre depuis 2023, contracyclicité, évolution des modalités de calcul de l'allocation de retour à l'emploi, et qui permettraient a priori de diminuer le montant de surcroît de dépenses pour l'UNEDIC? Ma deuxième série de questions concerne l'évolution de l'espérance de vie en bonne santé, dont les difficultés de mise en œuvre, les difficultés de mesure sont connues. Vous indiquez qu'entre 2008 et 2024, l'espérance de vie sans incapacité à 65 ans a cru davantage que l'espérance de vie. Est-ce à dire que les effets liés à la pénibilité des emplois sont moins importants qu'auparavant, les retraités âgés de plus de 65 ans déclarant de façon moins fréquente subir une limitation de leur activité? Plus largement, Monsieur le Président, identifiez-vous des biais inhérents à l'utilisation de cet indicateur de mesure des limitations d'activité? Enfin, concernant le taux d'emploi, qui est pour moi très important. Le taux d'emploi des personnes âgées de 60 à 64 ans, vous relevez qu'en dépit d'une progression de 33,2 points entre 2000 et 2025, le taux d'emploi de cette tranche d'âge se situe à un niveau bien inférieur à ceux des pays suivis par votre Conseil d'orientation des retraites. Au-delà de la seule mesure du recul de l'âge de départ à la retraite, qui augmente automatiquement la part des seniors en activité, quels sont les principaux enseignements que vous tirez des pays européens chefs de file en ce domaine, en termes d'amélioration du taux d'emploi des travailleurs expérimentés? Et j'élargirai, et quelle marge d'amélioration concernant le taux d'emploi des jeunes et concernant le taux d'emploi des parents d'enfants à charge? Très bien, merci beaucoup. Monsieur le Président. Merci beaucoup. J'irai assez vite sur certaines de vos questions parce qu'elles dépassent largement. J'ai bien sûr une opinion personnelle sur chacun des points que vous abordez, mais vos questions dépassent largement, je dirais, pour certaines, les missions clairement explicitées du corps. Donc je ne me permettrai pas d'engager le corps sur certains des aspects que vous soulignez. Donc je voudrais revenir d'abord sur la question de la soutenabilité. Je crois qu'il ne faut pas mésinterpréter les enseignements du rapport. Nous voulons faire des projections à l'horizon 2070, c'est bien avant que j'arrive au corps d'ailleurs. Pourquoi? Eh bien justement, pour montrer que la soutenabilité est atteignable. Est atteignable, il faut s'en donner les moyens. Il faut s'en donner les moyens, mais en quelque sorte, on a, le décideur public, les décideurs publics que vous êtes, ont différents leviers en main, et le maniement de ces leviers peut permettre d'assurer une soutenabilité complète de notre système de retraite. Et c'est important de le dire et de le répéter. Pourquoi? Parce qu'on entend souvent dire que les jeunes, et les jeunes eux-mêmes sont soumis à cette inquiétude, les jeunes cotisent et eux-mêmes n'auraient peut-être pas droit à une retraite significative quand ils seront en âge de partir à la retraite. Non, non, non et non. Ce que nous disons là, c'est que notre système par répartition est soutenable. Et les leviers sont entre les mains des décideurs publics. C'est vous. Donc, à la fin de ce rapport, on montre ce qui se passe, et à la fin de ma présentation, les slides de fin de ma présentation montrent ce qui se passe si on manie chacun des leviers, en quelque sorte, mais il est clair que les leviers peuvent être combinés.
en quelque sorte, combiner les uns avec les autres. C'est de votre sort, c'est pas d'une autre, cela va de soi. Mais comme vous le soulignez, et comme je l'ai souligné dans ma présentation, l'âge de départ à la retraite, y compris avec la montée en puissance complète de la loi Borne, suspendue simplement une année, on prend la législation telle qu'elle existe, telle que vous en avez décidé vous-même, eh bien, nous amènerait à des taux d'emploi qui resteraient nettement inférieurs à ce qu'on observe, vous l'avez dit, il faut le souligner, il faut le rappeler, dans les pays nordiques, scandinaves, aux Pays-Bas et en Allemagne, qui ne sont quand même pas des enfers sur Terre. Donc, les leviers, on les a, et c'est pas pousser les choses très loin dans les conditions de travail que d'envisager de se rapprocher un peu de ces pays-là. Vous avez tout à fait bien noté, l'espérance de vie en bonne santé augmente plus que l'espérance de vie. Donc il est faux de dire, comme on l'entend souvent dans le débat public, ah certes l'espérance de vie augmente, mais c'est une espérance de vie en mauvaise santé. Non, non, non et non. Alors maintenant, les raisons de la chose, c'est peut-être de la pénibilité, comme vous dites, c'est peut-être aussi les progrès de la médecine. Hein, tout simplement. Même si les questions de pénibilité n'avaient pas changé dans le monde du travail, les progrès de la médecine sont considérables, bien évidemment, sur les 20 dernières années. Ce qui se dessine dans le futur semble aussi assez important. Donc, tous les facteurs jouent ici. Il n'y a pas simplement ce qui se passe dans le monde du travail. Cela va de soi. Pour l'augmentation des taux d'emploi, bien sûr, on peut se dire que l'objectif est d'augmenter les taux d'emploi. Je rappelle que pour les 60-64 ans, on est à 47% en France aujourd'hui, 73% en Allemagne, 75% aux Pays-Bas. Vous voyez, c'est des chiffres forts, hein, ces écarts-là. On comprend que derrière, il y a des PIB par habitant très nettement supérieurs, et donc une situation des finances publiques très, très, très nettement plus favorable dans ces pays-là qu'en France. Néanmoins, est-ce que le taux d'emploi, pour l'augmenter, si c'est un objectif qu'on se donne, on a comme seul levier l'augmentation de l'âge de départ à la retraite? Non, il y a des multiples leviers. Il y a des multiples leviers qui sont commentés par les économistes. Je sais pas, la filière senior d'indemnisation du chômage, les conditions de séparation qui peuvent être mobilisées par les acteurs dans l'économie. Enfin, il y a de multiples leviers. Il n'y a pas uniquement ce qui se passe dans le domaine des retraites, hein, qui peut agir sur le taux d'emploi, et on l'a vu tant en France que dans les autres pays. Donc il faut garder ça en tête. Donc, moi, j'en reste sur le domaine des retraites aujourd'hui, mais je pourrais discuter avec vous d'autres leviers. Mais voilà, il n'y a pas que ça. Hein. Le décideur public n'a pas que ça sous le coude. Très bien, merci beaucoup. Je vais prendre, si vous en êtes d'accord, par groupe de 3 les orateurs, et Monsieur le Président répondra de manière aux 3 orateurs qu'il aura entendus. Monsieur Ménager pour le Rassemblement national. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous remercie à mon tour de votre présence et de la remise de ce rapport. J'aurais pour ma part 2 questions, 2 interrogations aussi. D'abord, la question de l'horizon, vous l'avez évoqué, 2070, c'est dans 45 ans. Même pour un jeune comme moi, ça me paraît très lointain. Vous annoncez 2,4 points de PIB de déficit, c'est un chiffre choc. Mais si on revient 45 ans en arrière, qu'on regarde dans le rétro, en 1980, on n'avait pas prévu Internet, la mondialisation, les délocalisations nombreuses, la perte de plus de 2 millions d'emplois industriels, ou encore la chute de la natalité que vous venez justement, d'une année sur l'autre, fortement de corriger dans vos hypothèses. Aujourd'hui, vous l'avez aussi évoqué, il y a l'intelligence artificielle qui arrive. On travaille dessus avec 3 co-rapporteurs et avec le président de cette commission pour voir son impact sur le modèle social. Et ce qu'on constate quand même pour le moment, c'est qu'on risque de ne pas avoir de réponse fixe, claire. Vous avez pris des hypothèses, vous êtes basé sur des éminents économistes, mais toutes les auditions aujourd'hui prouvent qu'on ne sait pas réellement quel impact cela va avoir. Vous retenez aussi 0,7% de gains de productivité par an à partir de 2040, mais
encore une fois, quelle est la valeur d'une projection à 45 ans si le travail lui-même, comme je viens de le dire, change dans les 15 ans à venir? Ma question est donc simple. Est-ce que vous croyez sincèrement à la pertinence de ces éléments? Vous avez en partie répondu à cette première question parce que ça oublie totalement l'impact des politiques publiques, le rôle du politique, et ça donne le sentiment, quand c'est ressorti dans la presse, qu'on ne peut rien faire, que l'on serait soumis totalement à des courbes sans impossibilité de les faire évoluer. Ma deuxième question, c'est le levier, c'est le débat autour de l'âge. Les 67,6 ans ont vraiment crispé les débats, les médias s'en sont emparés. On a eu l'impression que le rapport était là, malheureusement, et exploité pour nourrir uniquement peut-être la volonté d'Édouard Philippe ou d'autres candidats à l'élection présidentielle de reporter indéfiniment, sans se creuser la tête, l'âge de départ à la retraite pour aller vers 67, 68 ans ou plus. Et donc la question, c'est que vous avez cette courbe par rapport à l'évolution possible de l'âge pour pouvoir équilibrer le système, mais jamais vous faites la courbe dans l'autre sens, c'est-à-dire en donnant la possibilité aux jeunes de commencer plus tôt sur le marché du travail. On voit qu'en France, c'est un élément majeur. D'autres pays, les jeunes rentrent plus tôt sur le marché du travail. Il y a des études de plus en plus longues. Est-ce que c'est une hypothèse que vous étudiez? Pourquoi vous ne la publiez pas? Pourquoi vous ne la donnez pas? Et est-ce que c'est un levier sur lequel vous considérez qu'on pourrait agir? Parce que, comme vous l'avez dit, c'est la question du taux d'emploi. Et là encore, c'est une question politique qui nous permettra, comme c'est le cas aux Pays-Bas, si on s'alignait sur le Pays-Bas, d'avoir 140 milliards de recettes fiscales et sociales supplémentaires. C'est ce que vous nous avez dit. Donc, voilà, c'est deux leviers sur lesquels je voudrais vous entendre. Je vous remercie. Merci beaucoup. On prend les deux interventions, puis on va voter après. On a un vote, on a un petit aller-retour à faire en hémicycle pour aller voter. Et on reprendra avec vos réponses. Madame Vidal. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président du COR, pour cette présentation. Ce rapport annuel dont l'actualisation démographique mérite toute notre attention. Notre système traverse une transition démographique profonde et durable. Notre groupe ne cesse de le répéter. Transition démographique qui a bien sûr des conséquences financières précises sur le solde du système de retraite. Un déficit qui atteindrait près de 32 milliards d'euros en 2045, puis 92 en 2070, scénario qui intègre bien sûr le coût de la suspension de la réforme de 2023, soit 1,8 milliard d'euros en année pleine jusqu'en 2032, si j'ai bien lu toute la documentation riche qui nous est parvenue. Une partie de cette dégradation résulte donc de choix politiques récents et réversible, je l'espère, et pas seulement de la démographie. Vous l'énoncez clairement dans votre rapport, deux leviers paramétriques permettent de rétablir l'équilibre, agir sur le niveau des pensions ou reculer l'âge de départ. Vos simulations démontrent par ailleurs que le premier levier pèse sur la consommation, l'emploi et dégrade les finances publiques, tandis que le second soutient l'activité et l'emploi et améliore l'ensemble des recettes publiques, alors même que l'espérance de vie à 65 ans continuerait de progresser. Il y a là une évidence. Quand l'espérance de vie augmente durablement, il est cohérent que la durée d'activité s'ajuste à cette évolution. J'ajoute un point que votre rapport met en évidence et qui mérite aussi toute notre vigilance. Ce ne sont pas seulement les dépenses qui se dégradent, ce sont les ressources elles-mêmes qui reculent et c'est encore plus alarmant concernant les régimes de la fonction publique. Notre système perd donc aussi structurellement une partie de sa capacité de financement. C'est pourquoi notre groupe appelle à une reprise du chemin des réformes engagées pour que cette trajectoire reste une projection et non une fatalité. Aussi, Monsieur le Président, au-delà des leviers paramétriques, quels pourraient être les leviers plus systémiques qui pourraient être envisagés pour enrayer cette érosion des ressources? Je vous remercie. Merci. Je vais prendre ensuite Anaïs Belloissa-Chérifi, puis ensuite on ira voter. Et M. Seth répondra aux trois orateurs à notre retour. Merci, Monsieur le Président. J'ai écouté avec attention votre présentation qui recense la croissance annuelle, les taux d'emploi, le PIB par habitant, mais qui prend assez peu en considération la vie des gens. Et c'est bien dommage parce qu'en réalité, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que le recul de l'âge de départ à la retraite, ça a des conséquences sur les personnes qui ne peuvent plus profiter de leur retraite parce que soit ils sont en très mauvaise santé, soit ils sont tout simplement morts. Car oui, tout le monde n'est pas en capacité de travailler jusqu'à 70 ans. Par exemple, près d'un ouvrier sur deux n'atteint même pas 60 ans. Et c'est bien délétère parce que nous, on considère que le moment de la retraite, c'est un nouvel âge dans lequel on peut profiter de sa vie et faire ce qu'on souhaite.
J'ai écouté la manière dont vous avez présenté votre rapport qui est très précise sur un certain nombre de chiffres, mais qui ne revient pas sur un problème structurel, c'est-à-dire l'état du financement. À de nombreuses reprises, le corps a dit que le système de retraite allait être déficitaire. Il s'est avéré qu'il était excédentaire, notamment c'est ce qui a provoqué la réforme de 2023. Mais on a essayé de penser aussi des réformes de financement et j'aimerais pour le coup avoir votre analyse dessus. C'est-à-dire que si on sortait, par exemple, des exonérations de cotisations sociales pour la branche vieillesse, on pourrait avoir 19 milliards par an. Si on allait réellement vers l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, on aurait 8 milliards par an. Si on soumettait à cotisation l'intéressement et la participation, on pourrait avoir 3 milliards par an. Et nous, pour le coup, on a plein d'idées pour ne pas reculer l'âge de départ à la retraite parce qu'on sait pertinemment que ça a des conséquences sur la vie des gens. Donc, j'aimerais savoir si le corps a pensé à des ressources de financement pour le système de retraite. Trois questions vous ont été posées par plusieurs questions vous ont été posées, par 3 orateurs. Donc, je vous laisse y répondre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, sur les premières questions, Monsieur Ménager, moi je trouve vos questions particulièrement intéressantes. Tout ça a été fortement discuté au sein du corps dont vous êtes membre, je le rappelle, hein, et vous auriez pu être le porte-parole de ces questions, de ces interrogations, de ce débat, etc. Qu'on soit clair sur ce point-là. Alors ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, vous savez, nous considérons qu'il y a un institut de la statistique, il y a un chef de la statistique en France. Et concernant les projections de taux d'emploi, de taux d'activité, des personnes de différentes classes d'âge, et de chacun des deux sexes, nous prenons ce que l'INSEE nous propose. Voilà. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit au départ, nos prévisions macroéconomiques et les hypothèses de nos prévisions sont basées sur les suggestions du chef de la statistique française. Voilà. Qu'on soit clair là-dessus. Donc ça a été évidemment discuté au corps dont vous êtes membre, fortement. Les gens voulaient des explications, et posaient des questions, etc. Voilà. Et néanmoins, ça vient de là. Alors on peut faire d'autres hypothèses, mais les leurs sont basées sur de l'observation, sur de l'analyse, sur des travaux multiples, variés, sur des avis d'experts, sur les comparaisons internationales, sur beaucoup de choses qui sont mobilisées par l'INSEE. Ce n'est pas le directeur général de l'INSEE qui fait des propositions au doigt mouillé. Hein. Derrière, il y a quand même des statisticiens de haut niveau, de très haut niveau, qui travaillent et qui élaborent ces projections démographiques. Donc je tenais à être très clair sur ce point-là. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, sur la véracité de ces prévisions. On sait que ce qu'on prévoit ne se passera pas. Évidemment. Il y aura des chocs. Il y a des risques de guerre, il y a des risques encore de problèmes sanitaires, il y a des décisions politiques. Nous faisons ces projections à législation et à encadrement, environnement réglementaire, voilà, tel qu'il existe au moment où on fait ces projections. Après, si vous, parlementaires, décidez autre chose, bien sûr, ça aura un impact sur nos projections. Cela va de soi. Donc, il est clair que ce que nous prévoyons ici, dans ces projections, ne se passera pas parce que vous prendrez des décisions, parce qu'il y aura des chocs, heureux ou malheureux, éventuellement heureux, si les effets de l'IA se révèlent très, 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 très favorables. Ce que, en spécialiste de la productivité, maintenant, je reste très prudent au titre de l'erreur que j'ai pu faire avec beaucoup d'autres au début des années 2000, comme je vous le disais dans les publications que j'avais à l'époque. Et je dirais que si on devait pêcher, compte tenu de l'incertitude, dans le choix de nos hypothèses, il faudrait pêcher par prudence plutôt que par optimisme. Pourquoi ? Parce que dans un pays comme le nôtre, pêcher par prudence, s'il y a une bonne surprise, on sait quoi en faire de la bonne surprise. Hein, c'est clair, en termes de rentrée fiscale et de situation des finances publiques. Par contre, s'il y a des mauvaises surprises, les choses deviennent beaucoup plus difficiles, et vous le savez mieux que moi.
Alors, sur les questions suivantes, on n'a pas étudié de réforme systémique parce qu'on n'est pas missionné pour ça, bien évidemment. Il est clair que si nous sommes missionnés pour ça par les autorités publiques, nous le ferons. Nous avons été sollicités par la Première ministre Elisabeth Borne pour faire un rapport sur les droits familiaux, droits conjugaux. Vous savez qu'il a été fait, il a été finalisé avant la fin de l'année 2025. Si nous sommes missionnés pour étudier d'autres hypothèses, nous le ferons bien sûr dans notre rapport à venir. Sur les dernières questions, je crois que ce qui a été dit tout à l'heure n'était pas peut-être suffisamment clair. L'espérance de vie en bonne santé a augmenté plus que l'espérance de vie. Voilà. C'est un fait statistique, hein. Et c'est déclaratif, hein, ce genre de choses. C'est déclaratif. C'est pas l'INSEE qui dit... non, c'est déclaratif. La part des personnes interrogées. Donc, on est dans cette situation. Donc, quand il est dit que allonger l'âge, ça amène beaucoup de personnes à ne pas pouvoir bénéficier de la retraite, non, j'ai présenté des graphiques au départ. J'ai présenté des graphiques avec la reprise de la loi Borne. Peut-être que il faut revenir là-dessus, puisque la tension n'a pas été très, très forte sur ce point-là. Alors, je ne sais pas si on voit votre graphique, là. Est-ce que vous le voyez? Non, on ne le voit pas, parce que... Voilà. Est-ce que vous le voyez? Attendez, là, on va basculer l'écran. Mais si vous reprenez les graphiques tels que je les ai montrés tout à l'heure, vous voyez que la proportion de la vie passée à la retraite augmente continuellement, et plus longue que dans les pays qui nous entourent. Et dans cette augmentation, la proportion à la retraite en bonne santé augmente encore davantage, puisque l'espérance de vie en bonne santé augmente plus que l'espérance de vie, hein, en termes de mois. Donc il faut être clair là-dessus, hein, c'est des chiffres tels que les instituts, l'INED, l'INSEE, etc., nous les fournissent. Après, on peut être dans un autre monde que les chiffres tels qu'ils sont observés, mais en tout cas, l'observation statistique est celle-là. Est-ce qu'on ne peut pas envisager d'autres canaux de financement? Évidemment, c'est à vous de les envisager. Hein, c'est pas le corps qui les envisage. Nous, on dit, voilà l'effet de différents canaux de financement. Simplement, la question qu'on peut se poser, et je pensais avoir été assez clair, sinon un petit peu lourd sur ce point-là, c'est qu'on peut se dire, ah, ça serait pas mal de devenir un pays riche parmi les pays riches. Est-ce qu'on veut financer en restant un pays pauvre parmi les pays riches, ou est-ce qu'on veut rejoindre le club, dans le club des pays riches, la situation des pays les plus riches? Et qu'est-ce qui fait que l'Allemagne, les Pays-Bas, les pays nordiques et scandinaves sont plus riches que nous? Je crois vous l'avoir montré dans un des graphes de ma présentation. C'est le fait que le taux d'emploi est plus élevé. Et c'est le fait que le taux d'emploi est plus élevé, en particulier sur les seniors. Alors maintenant, on peut dire, tant pis, on restera pauvre, mais on financera par d'autres moyens. Ça, je dirais, c'est vos choix. Mais en tout cas, nous sommes un pays pauvre parmi les pays riches. Et on peut, voilà. Exactement. Politique d'emploi au sens le plus large du terme, parce que dans politique d'emploi, il y a aussi l'âge de départ à la retraite. On voit que quand on augmente l'âge de départ à la retraite, le taux d'emploi des seniors augmente. Je vous invite à regarder attentivement l'évolution des taux d'emploi des seniors sur les 20 dernières années. Vous verrez l'effet des réformes précédentes sur le taux d'emploi des seniors. Allez, on reprend les questions. Sandrine Renel, pour le groupe socialiste. Sandrine Renel. Merci, merci Monsieur le Président et merci notamment Monsieur le Président du Corps pour ces présentations. Je crois que n'ayez pas d'inquiétude là-dessus. Vos propos étaient très clairs et nous avons tous bien compris. Par contre, nous ne partageons évidemment pas l'entièreté de vos propos. Et d'ailleurs, dans votre rapport, les chiffres à l'appui le démontrent. Les dépenses de retraite restent très stables, autour de 14% du PIB jusqu'en 2045, et la dégradation du sol
solde tient davantage à la baisse des ressources qu'à une explosion des dépenses. Enfin, ça, je pense que c'est important de le rappeler. Et vous écrivez même dans ce rapport que vos projections ne corroborent pas l'idée d'une progression des dépenses de retraite qui échapperait à toute maîtrise. Enfin, voilà, on n'est plus hors de contrôle quand on parle des dépenses liées notamment aux pensions de retraite. Et pourtant, chaque année, en tout cas depuis que moi je suis députée, le corps présente le report de l'âge de départ comme le levier le plus favorable, celui qui serait à la fois bon pour le solde des retraites et bon pour l'activité économique. C'est un peu la seule solution qu'il nous est chaque fois présentée. Mais cette présentation, en tout cas à mon sens, reste profondément comptable. Elle compare des points de PIB, des milliards d'euros, des effectifs de cotisants. Et pourtant, elle ne dit rien, absolument rien, de ce que signifie concrètement travailler 2 ou 3 ans de plus quand on est ouvrier du bâtiment, quand on est aide-soignante, infirmière ou quand on est caissière. Vous avez présenté différents leviers. Mais vous le reconnaissez vous-même finalement, le bilan global du report de l'âge demeure difficile à établir et ça dépend aussi bien évidemment des préférences personnelles. Ça dépend aussi du niveau d'éducation, de la nature des emplois qui sont occupés. Et ça, c'est ce que nous disons bien évidemment depuis longtemps. On ne travaille pas jusqu'à 67 ans quand on est ouvrier ou quand on est cadre supérieur. Nous n'avons pas les mêmes conditions de travail et nous n'avons pas la même pénibilité. Et je pense que ce serait intéressant de la prendre en considération. Du coup, ma question est double et j'essaie d'accélérer mon propos et je m'excuse de dépasser un petit peu. Pourquoi le corps ne produit pas, au niveau, ce même niveau de précision, des projections financières, des indicateurs sur la pénibilité, sur l'espérance de vie en bonne santé par catégorie professionnelle ou le taux d'emploi réel des seniors, parce que ce n'est pas la peine de prolonger l'âge légal si les personnes seniors ne travaillent pas. Alors, il me semble urgent, en tout cas, que la question du report de l'âge soit traitée conjointement avec la question du bien vieillir et de l'emploi des seniors, parce que ce sont, encore une fois, les deux faces de la même pièce, et on ne peut pas se contenter de demander aux gens de travailler plus longtemps sans se demander, dans le même temps, comment ils vont vivre cette dernière partie de leur carrière. Certes, nous travaillons longtemps, mais peut-être que si l'espérance de vie en bonne santé accélère, elle doit aussi être prise en compte au regard de la pénibilité. Je vous remercie. Je m'excuse encore une fois d'avoir dépassé si c'est insupportable pour certains de m'entendre. Merci beaucoup. Sylvie Bonnet, pour la droite républicaine. Merci, Monsieur le Président du corps. Pendant plusieurs années, certains font croire aux Français qu'il n'y a pas de problème de finances de retraite et que le déficit est une construction de l'esprit. Votre rapport annuel nous éclaire sur les perspectives du système des retraites, au-delà du débat comptable sur lequel je ne reviens pas, mais qui reste un sujet important pour mesurer le véritable déficit et prendre en compte les cotisations employeurs versées par l'État. Vos projections montrent une réalité préoccupante. Notre système restera durablement déficitaire, les recettes reculeront progressivement par rapport à la richesse nationale et le déficit atteindrait près de 2,4 points de PIB à l'horizon 2070 dans votre scénario de référence. Surtout, vous rappelez que la France consacre déjà 14,1% de son PIB aux retraites, soit l'un des niveaux les plus élevés des pays développés. Autrement dit, le sujet n'est pas seulement celui du déficit annuel, c'est celui de la soutenabilité de notre modèle dans un contexte de vieillissement démographique, de baisse de la natalité et de finances publiques déjà très dégradées. Ce constat appelle plusieurs questions. Votre rapport ne montre-t-il pas qu'il est désormais illusoire de soutenir qu'il n'existe pas de problème structurel de financement des retraites ? Au fond, la véritable question n'est-elle pas de savoir comment garantir dans les décennies à venir un système de retraite soutenable sans continuer à faire peser la charge sur les générations futures ? Et puis, puisque vous avez comparé les différents leviers d'action, confirmez-vous que les mesures qui favorisent l'emploi, en particulier le recul de l'âge effectif de départ, sont celles qui améliorent le plus durablement à la fois l'équilibre des retraites et celui de nos finances publiques ? Je vous remercie. Merci. Danielle Simonet, pour le groupe écologiste. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Conseil d'orientation des retraites, d'abord sur la forme. Pourquoi retenez-vous une seule hypothèse, celle de la hausse de la productivité la plus pessimiste, là où le corps, habituellement, en présentait 4 ?
Comprenez-vous que vos interventions médiatiques vont à l'encontre de la réserve que l'on attend de votre fonction? Vous défendez publiquement la capitalisation, le report de l'âge de départ ou encore une baisse du coût du travail. On apprend même dans la presse que vous seriez contributeur du programme d'Édouard Philippe. Où est donc la neutralité du corps? Et comprenez-vous que les syndicats réclament pour toutes ces raisons votre démission, qu'on ne peut que soutenir? Sur le fond maintenant, dans votre rapport, si le seul levier utilisé était l'âge de départ à la retraite, en le repoussant à 67,6 ans, il faudrait attendre 2070, soit 44 ans, pour que le système revienne à l'équilibre. Cela prouve qu'un énième décalage de l'âge de départ en retraite ne résoudrait pas le problème du financement. Il faut donc agir sur d'autres leviers, et notamment les recettes. Je cite le rapport, page 65. La part des dépenses de retraite resterait stable jusqu'en 2045, puis progresserait modérément jusqu'en 2070 pour atteindre 15,3%, soit une hausse globale de 1 point de PIB par rapport à 2025. Les dépenses sont stables, le déficit est minime, 0,04% du PIB. Pourquoi faudrait-il limiter la part des retraites à 14% du SMIC ? À 14% du PIB, pardon. Le pourcentage de PIB ne doit pas passer avant l'intérêt général. Nous n'avons cessé de le répéter pendant toute la bataille contre la réforme des retraites en 2023. Le problème, ce ne sont pas les dépenses, mais ce sont les recettes. Pourquoi ne pas en finir avec les nombreuses exonérations de cotisations patronales? Ces cadeaux ne créent pas d'emplois, ce chantage du patronat doit s'arrêter. Pourquoi n'avez-vous pas suivi la piste du financement de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes? Les organisations féministes ont pourtant estimé qu'elle rapporterait 32 milliards d'euros de recettes dans les caisses de la sécurité sociale. Pourquoi ne pas évaluer, par exemple, l'application de la directive présomption de salariat des travailleurs des plateformes? Vous l'aurez compris, notre objectif, selon nous, doit être de maintenir notre système de retraite solidaire et l'améliorer par une nouvelle répartition des richesses, arrêt des exonérations, hausse des cotisations patronales, égalité salariale femmes-hommes. L'urgence, c'est d'abroger les réformes qui ont dégradé nos droits à la retraite et de revenir au droit à la retraite à 60 ans à taux plein. Ce sera d'ailleurs un des enjeux principaux des échéances électorales à venir en 2027. Merci. Monsieur le Président, sur ces 3 interpellations. Le mot est bien choisi, je crois. Mais alors, sur les résultats des simulations, pas nous qui en avons décidé, mais elles ont étonné aucun macroéconomiste. Les équipes du Trésor, de l'OFCE et du CEPRIMAP ont abouti dans leurs simulations à ce que tous les macromodélisateurs obtiennent depuis toujours. C'est-à-dire que par rapport à des hausses de prélèvements sur les ménages ou sur les entreprises, ou une modération des pensions, ces 3 leviers étant récessifs, c'est-à-dire appauvrissant le pays en termes de PIB par habitant, l'augmentation de l'âge enrichit le pays, augmente l'offre de travail, le PIB, et par ailleurs apporte des ressources pour financer les dépenses publiques au-delà du périmètre des retraites. Voilà, c'est un constat qui est fait par toutes les équipes de modélisateurs. Nous n'en avons pas trouvé d'autres qui voulaient se prêter à cet exercice. Mais en tout cas, ces 3 équipes sont dignes de respect. C'est l'enseignement de leur travail. Sur l'âge de départ à la retraite et le fait que certains ne peuvent pas aller prolonger trop longtemps leur activité. Ben oui, c'est vrai. D'ailleurs, comme nous l'avons montré, dit et répété, la réforme Borne, la réforme d'avril 2023, prévoit que 60% des personnes en emploi iront jusqu'à 64 ans. 40% arrêtent avant. Et ils arrêtent avant, pourquoi ? Bien pour des questions d'usure, de pénibilité, d'une part, et pour des questions de carrière longue, d'autre part. Donc il est faux de dire que le cadre dans lequel on inscrit nos projections, qui sont celles de la législation en place, d'ailleurs de la reprise, du redémarrage de la réforme Borne, qui est suspendue pour 1 an, aboutirait à une augmentation forte pour tout. Non, c'est pas vrai. Non, il y a des gens des personnes, des actifs, des personnes en emploi, pour qui l'âge de départ à la retraite ne serait pas allongé. Donc c'est un point, la pénibilité, les carrières longues sont pris en compte. Sur la tonalité politique de la chose, nous, simplement, dans le rapport, ce qu'on observe, c'est que la solution d'un allongement de l'âge est retenue par tous les pays qui nous entourent en Europe, qu'ils soient de gauche, de droite, que ce soit l'Italie de Giorgia Meloni, que ce soit l'Espagne de Pedro Sanchez, que ce soit l'Allemagne, et d'ailleurs il y a les travaux d'une commission récente que vous avez peut-être vus, que ce soit les Pays-Bas, que ce soit les pays nordiques et scandinaves, c'est dans tous ces pays-là,
il y a cette décision, cet environnement. Et je vous ai montré par des aspects statistiques que parmi tous les pays de notre panel de pays, mais on pourrait l'élargir à tous les pays de l'OCDE, et regardez les publications de l'OCDE, la France est le pays qui, en Europe de l'Ouest, se caractérise par le fait que les personnes partent le plus tôt à la retraite, sauf concernant la Belgique, pour les femmes. Ça, c'est ce qui est observé aujourd'hui. Aujourd'hui, les autres pays trouvant bon d'augmenter cet âge, non seulement pour le financement des retraites, mais pour le bon financement de l'école, de la santé, de la défense, de la culture, de toutes les autres dépenses publiques. C'est quelque chose qui est mis en avant dans les approches de ces autres pays. Alors, on peut se dire, pourquoi se focaliser, comme vous le dites, Madame Simonet, sur le ratio dépenses de retraite sur PIB? Comme les retraites sont financées, in fine, il faut se dire, 14% du PIB, ça veut dire qu'il y a 14% de la richesse qui est créée dans notre pays, qui est consacrée au financement des retraites. Il n'y a aucun jugement de valeur là-dessus, qui n'est pas consacré au financement de l'école, de la santé, etc., etc., etc. Et dans d'autres pays où ce pourcentage est plus faible, avec un taux de prélèvement obligatoire plus faible qu'en France, il est possible de financer davantage la santé, l'école et les autres dépenses publiques. Voilà, c'est une observation très, très, très simple. On peut décider, encore une fois, de rester un pays pauvre dans le club des pays riches, et donc d'avoir des difficultés à financer nos dépenses publiques. On peut se dire que c'est plus facile de les financer en mettant davantage de personnes en emploi, et là je réponds à Madame Runel, avec le fait que beaucoup de gens arrêtent avant. Évidemment, dans tous les pays que j'ai évoqués tout à l'heure, des gens arrêtent avant. C'est aussi le cas en France, encore une fois. Et dans la réforme Borne, 60% des personnes en emploi seulement, si j'ose dire, iraient à 64 ans. 40% arrêtent avant. Pour les raisons que vous évoquez. Très bien, on va continuer dans les prises de parole. Sabine Gervais pour les démocrates. Merci, Monsieur le Président. On dit qu'en cas de danger, il faut sonner le tocsin. Aujourd'hui, face aux chiffres que vous venez avec brio de nous exposer, permettez-moi un jeu de mots, il faut peut-être sonner le corps. Par la richesse de l'expertise de votre institution et la variété des membres qui la composent, votre mission consiste précisément à être un lanceur d'alerte. Pas pour décider à la place des responsables politiques, mais pour rappeler les faits lorsqu'ils deviennent inconfortables. Votre rapport s'avère à cet égard éclairant. En 2025, notre système de retraite représente 422 milliards d'euros, soit 14,1% de notre PIB, et près d'un quart des dépenses publiques. Il est déjà déficitaire de 5,1 milliards d'euros, un ordre de grandeur comparable au budget de la culture. À législation constante, le déséquilibre du financement de nos retraites atteindrait 2,4 points de PIB en 2070. Demain, nous aurons de moins en moins de personnes en âge de travailler pour financer un nombre toujours plus important de retraités. Le rapport entre les 20 et 64 ans et les plus de 65 ans passerait de 2,5 aujourd'hui à 1,6 en 2070. Et comme nous le savons, près d'un quart des 20-64 ans ne sont pas en emploi. Ils ne cotisent donc pas pour la retraite de nos aînés. Face à cela, nous avons le devoir de dire la vérité aux Français. Si nous voulons continuer à prendre soin de nos aînés, à garantir à chacun qu'une vie de travail ouvrira droit à une retraite digne, sans pour autant faire peser une dette sociale insoutenable sur nos enfants, il faudra probablement repenser plus largement notre modèle de protection sociale. Un point de votre rapport m'a particulièrement frappé, la productivité. Vous montrez que c'est l'une des variables les plus déterminantes pour l'avenir de notre système. Avec une croissance de la productivité limitée à 0,4% par an, les dépenses de retraite atteindraient 16,1% du PIB en 2070. Avec 1% de gain de productivité, ces dépenses seraient contenues à 4,5%. On voit toute l'importance de financer des dépenses d'avenir et non de nous endetter pour financer nos dépenses courantes. Vous soulignez également qu'une gouvernance responsable comme celle de l'Agirc-Arrco permet de préserver durablement les équilibres d'un régime. À la lecture de votre rapport, ne faut-il pas considérer que le principal risque qui pèse désormais sur nos retraites
n'est plus uniquement démographique, mais économique. Autrement dit, la vraie bataille des 20 prochaines années n'est-elle pas d'abord celle de la productivité, de l'emploi et de la croissance? Merci beaucoup. Stéphane Viry, pour le groupe IOT. Oui, Monsieur le Président, vous avez déjà évoqué beaucoup de points. Vous avez noté à 2 reprises, j'ai relevé votre assertion sur la soutenabilité de notre régime des retraites par répartition en affirmant qu'elle était atteignable dès lors que la décision politique, c'est-à-dire la réforme, pour dire les choses, s'opère dans notre pays. Vous avez effectivement listé des paramètres, des leviers, ce faisant, pour permettre à ce système de retraite par répartition de tenir, avec peut-être en creux, me semble-t-il, un élément d'interpellation, de réflexion, d'incitation que l'on peut combattre sur le niveau de vie des retraités, qui pourrait peut-être, à vous lire ou à vous écouter entre les lignes, être revu pour transférer peut-être des moyens à la jeunesse de France. Et j'ai lu il y a quelques jours, à l'occasion des rencontres d'Aix, que un de vos collègues, Jean-Yves Lorenzi, préconisait effectivement des transferts de revenus des retraités vers la jeunesse, en considérant que la nation devait investir dans la jeunesse, peut-être plus que dans les retraités. J'ai relevé également vos observations sur la question d'un complément de retraite obligatoire par la capitalisation, obligatoire. Et je voudrais vous interroger toutefois sur le pilotage de tout cela. On est partisan dans mon groupe d'une nécessité d'encadrer, de planifier de façon pluriannuelle la stratégie des comptes sociaux intégrant les retraites. On considère qu'à défaut d'avoir un mécanisme comptable, et vous avez évoqué les mécanismes comptables qui vous liez, sans ajuster, sans moderniser nos outils de gouvernance et de pilotage, on va effectivement être toujours sur le fil de rasoir et on risque peut-être d'aller à l'échec. Que pensez-vous de ce mode de gouvernance par un mécanisme de pluriannualité dans la prévoyance avec des clauses de revoyure qui intégrerait, pour nous politiques, peut-être vos travaux afin d'aller chercher les réformes dont on a besoin avec, et j'en finis par là, l'acceptabilité sociale dont on a besoin pour faire en sorte que ce sujet explosif soit mieux appréhendé par la population française. Merci beaucoup. Yannick Monet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du corps, je vais essayer de m'adapter aussi aux réponses que j'ai entendues. Alors, n'y voyez aucun mépris, mais les économistes ne sont que des économistes. Et il n'y a rien de pire, c'est quand les économistes se mettent à faire de la politique sans le dire. Moi, je considère que la préconisation sur l'âge de la retraite, c'est une position politique. C'est en rien une position d'économiste. C'est un choix de société. Et les retraites, ce n'est qu'un choix de société. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que si on avait écouté certains économistes, on n'aurait jamais fait la Sécu en 1945, avec un pays ruiné. On ne l'aurait jamais fait. Certes, il y avait de l'activité, on est tombé dans les 30 glorieuses, mais on ne le savait pas quand on a créé la sécurité sociale. Et donc, parfois, il y a des politiques sociales qui stimulent l'activité économique. Moi, ce que je retiens de votre rapport, c'est d'abord une chose importante, c'est qu'il n'y a pas de dérapage, contrairement à ce qu'on écoute. Alors, je comprends que ce débat est compliqué, surtout dans ce débat des présidentielles, qui est particulier. Il n'y a pas de dérapage. Il n'y a pas de dérapage dans les dépenses. On a un problème de recettes, mais la part dans le PIB reste stable, vous l'avez souligné. Et moi, c'est le premier élément que je retiens. La deuxième chose que je retiens, c'est que, vous l'avez souligné, comme la Cour des comptes l'a fait, c'est la perte de recettes due aux exonérations de cotisations patronales non compensées par l'État, 2,2 milliards d'euros. Donc c'est pas rien quand même pour les dépenses des retraites. Et moi, je pense qu'on a des vrais débats à avoir, politiquement. La solution donc, du relèvement de l'âge de départ situé dans ce contexte nous invite plutôt à nous écarter d'une mesure un peu simpliste, que je considère comme simpliste, et sur quoi socialement on peut accepter. En revanche, il nous renvoie aux questions de politique de l'emploi, de politique familiale, de relèvement du service public et à réfléchir sur une préservation du système par répartition en le faisant évoluer en phase avec l'évolution de notre société et ses incertitudes. Par exemple, ne plus définir un âge de départ, mais un nombre de trimestres cotisés. Élargir l'assiette des cotisations à de nouvelles formes de production de richesse. Voilà des pistes qui pourraient être engagées pour maintenir notre système par répartition qui, par définition, ne pourra pas être en faillite. Il pourrait être déséquilibré, mais il ne pourrait pas être en faillite, contrairement à la capitalisation. Bien, merci sur ces 3 interventions, Monsieur le Président. Merci. Et vous avez tout à fait raison, Monsieur Monet, les économistes ne sont que des économistes. C'est vous qui décidez.
C'est vous qui décidez. Et donc, notre rôle d'économiste, comme le rôle d'institution comme le corps, est d'éclairer ces choix. Et puis ensuite, les choix sont faits par le décideur public que vous êtes. Alors, sur certains des points que vous avez abordés, il y a des éclairages qui sont fournis. Vous dites, pourquoi ne pas prendre en compte uniquement le nombre de la DAR, le nombre de l'effort contributif, et oublier l'âge? Bien, là, tous les spécialistes de la chose, et excusez-moi, Madame Simonet, j'ai publié un article avec Didier Blanchet, l'ancien président du CSR, sur la question, montre que les personnes qui seraient les plus pénalisées par ça sont les personnes qui ont des carrières hachées, principalement des femmes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, sur le plan économique, il y aurait quelque chose d'un petit peu absurde, puisque les gens qui commencent tôt et qui n'ont pas, il faut le souligner, d'après toutes les études dont on dispose, une espérance de vie plus courte, bénéficieraient d'une retraite plus longue et donc d'un rendement de leur effort contributif supérieur aux personnes qui commenceraient plus tardivement. Donc sur le plan économique, c'est critiqué, sur le plan social, ça l'est également, mais vous avez peut-être, en tant que décideur, des réponses à ça. Alors, sur les points qui ont été soulevés par M. Viry, nous on n'a pas... Nous, on répond, on fait notre rapport et puis on répond aux questions qui nous sont posées de façon officielle, comme on l'a fait dans notre rapport droits familiaux, droits conjugaux, et on s'arrête là, bien sûr, dans le rapport du corps. Une assemblée de 40 personnes, on aurait des difficultés à s'entendre pour le choix de certaines pistes à privilégier. Je voudrais revenir sur le point de la productivité. Pour les spécialistes de la productivité, excusez-moi, j'en suis un, au niveau national, au niveau mondial, si on devait changer notre hypothèse de productivité aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on sait, ça serait plutôt pour une hypothèse plus prudente que pour une hypothèse plus allante. Plus prudente, pourquoi ? Eh bien, je pourrais vous passer les courbes qui montrent l'évolution de la productivité sur longue période. Ça se ralentit, ça se ralentit, et ça se ralentit fortement en Europe, plus particulièrement en France. Je vous rappelle qu'on est encore en dessous du niveau de la fin 2019, en niveau de productivité. Et ce ralentissement, on voudrait bien l'inverser. Et on voudrait bien souhaiter, espérer que l'IA va nous permettre de l'inverser. Mais c'est un pari. Et donc là, on fait le pari d'un scénario moyen et qui est même considéré par certains intervenants dans nos débats au corps comme un pari un petit peu optimiste, qui pêcherait par un peu d'optimisme plutôt que par pessimisme. Vous voyez, ce 0,7% par an. Néanmoins, on sait bien que ce qu'on observera, c'est pas ça. Ça sera quelque chose d'autre. Soit une productivité plus ralentie, soit une productivité plus allante, parce que le choc de l'IA produira des effets, ou au contraire, on continuera à observer un ralentissement de la productivité. Voilà. On prend, dans l'état actuel de notre connaissance, ce qui nous paraît logique de prendre, et que nous a suggéré le directeur général de l'INSEE. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt sur LCP.